Bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette soirée d'information du Cégep de Saint-Jérôme au sujet de notre programme d'attestation d'études collégiales en technologie des véhicules électriques. Je me présente, mon nom est Éric Laperle, je suis conseiller pédagogique au Cégep de Saint-Jérôme depuis 8 ans maintenant et je suis le conseiller responsable de la coordination de l'attestation d'études collégiales en technologie des VE, véhicules électriques, que je vais vous présenter ce soir. L'objectif, naturellement, est de vous donner toutes les informations disponibles sur le programme et également de répondre à vos questions, étant donné que notre prochaine cohorte étudiante pour ce programme-là débutera au mois d'avril prochain, le 4 avril prochain, et que la période d'inscription débute dans 2 jours, soit jeudi le 27 janvier. Les informations sur comment déposer votre candidature pour le programme sont incluses dans ma présentation de ce soir. Donc, bon, naturellement, c'est une présentation virtuelle, donc les interactions sont un peu moins naturelles que lorsqu'on est dans une salle de classe. Quoi qu'il en soit, je vais y aller justement avec les informations que j'ai à partager avec vous. Et naturellement, je vous invite à ne pas hésiter à me poser des questions, soit en levant la main, soit lever la main virtuellement là, avec le petit onglet que vous avez dans la section participants, soit en écrivant justement dans la section chat ou discussion. D'ailleurs, on pose la question comment enlever la main. Ah, je pense que vous avez réussi, Gabriel, à enlever la main. Donc, et naturellement, bien, comme la séance est enregistrée, libre à vous d'avoir vos caméras ouvertes ou fermées. Ça, il n'y a pas de problème. Et si vous voyez que vous avez une question et que je n'y réponds pas, bien, ouvrez votre micro, vous pouvez m'interpeller. Mon prénom, c'est Éric, donc n'hésitez pas, un peu comme si on était dans une salle de classe. Et de cette façon-ci, bien, d'après moi, 1 heure et demie à peu près de durée de présentation, dépendamment des questions que vous allez avoir, on devrait avoir fait le tour de l'information. Donc, allons-y de ce pas. Donc, bon, la séance est enregistrée, c'est débuté. Donc, notre AEC, attestation d'études collégiales, peut-être avant de vous donner d'emblée l'objectif du programme, il faut comprendre quel est l'objectif d'un programme AEC. Une AEC n'est pas un DEC, communément appelé le DEC. Donc, c'est une attestation d'études collégiales et non pas un diplôme d'études collégiales. Ça n'en demeure pas moins un diplôme collégial. Il y a un nom différent. Pourquoi? Bien, pour le démarquer de l'autre, parce que dans le fond, dans notre programme, ce sont des programmes plus courts, plus intensifs et qui sont dirigés vers une profession en particulier. Alors que les DEC sont beaucoup plus de formation générale. D'ailleurs, au DEC, vous avez des formations comme du français, de la philosophie, de l'éducation physique. Dans les attestations d'études collégiales, vous n'aurez pas ces cours-là. Tous les cours sont axés sur les compétences spécifiques à la profession qu'on vise. Et dans ce cas-ci, c'est la profession de technicienne spécialisée en véhicules électriques. Donc, au terme de notre programme, que vise-t-on à faire avec les étudiants qui y participent? Bien, d'en faire des techniciens et techniciennes en VE, c'est-à-dire des gens qui sont capables d'assister les ingénieurs, les équipes d'ingénierie dans les entreprises au niveau de la conception et de la fabrication des véhicules électriques, mais également d'assumer l'entretien correctif. L'entretien correctif, je vous dirais que c'est l'expression française pour un terme anglais dont vous m'excuserez l'utilisation, mais du troubleshooting. Donc, pendant qu'on est en train de le fabriquer, tout problème peut arriver. Donc, c'est ce qu'on appelle l'entretien correctif sur une ligne de montage, une production de montage. Et l'entretien préventif. Alors, l'entretien préventif, c'est l'entretien du véhicule une fois qu'il est sur la route et qu'il est fonctionnel. Donc, c'est ce qui démarque un peu notre programme. Notre programme vise d'abord et avant tout la conception et la fabrication de véhicules électriques. Il y a des formations qui existent maintenant au niveau professionnel. Pour les gens, par exemple, qui ont fait des DEP, qui connaissent les DEP, il y a ce qu'on appelle maintenant une attestation d'études professionnelles qui se veut un programme court également et qui va venir former les mécaniciens et les mécaniciennes qui ont déjà leur bagage, leur carte de mécanicien sur les particularités des véhicules électriques. Donc, ça, c'est pour faire strictement de l'entretien préventif. Nous, on monte un peu plus haut dans l'échelle de production, c'est-à-dire qu'on s'en va non pas vers les entreprises, quand on parle de termes d'emploi qui vous attendent au sortir de ce programme-là, ce ne sont pas les entreprises nécessairement qui vont réparer des véhicules, les concessionnaires, les garages. Quoique ces gens-là pourraient vous offrir des emplois, vous serez tout à fait qualifié après notre programme pour le faire. Mais les compétences qu'on vise à viser avec vous, c'est vraiment davantage pour aider les équipes d'ingénierie au sein des entreprises qui conçoivent et fabriquent les véhicules électriques. Donc, plus précisément, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, bon, on répète un peu, assister les ingénieurs, assurer l'entretien correctif. Ce que ça implique, c'est aussi d'avoir des connaissances, des habiletés en électromécanique qui sont particulières au VE.
De la même façon, des connaissances de base en électronique industrielle. Le véhicule électrique se retrouve un peu à la convergence de la mécanique, de l'électromécanique, de l'électrique. Et à travers tout ça, il y a de l'électronique industrielle, il y a de l'électromécanique. Et naturellement, il y a les différents systèmes de propulsion, DVE, leurs composants qui sont à comprendre. Donc, au terme de notre programme, nos étudiants sont habilités et possèdent, dans le fond, les compétences qui vous sont présentées ici. On parlait de perspectives professionnelles d'emblée, parce que lorsqu'on s'inscrit dans un programme AEC, normalement, c'est pour une réorientation de carrière, pour améliorer sa situation par rapport à l'emploi. Donc, bref, c'est un défi, un projet que vous choisissez pour aller chercher un emploi qui va répondre davantage à vos aspirations. Donc, où vous êtes appelé à travailler lorsque vous sortez au terme de notre programme avec diplôme en poche d'attestation d'études collégiales. Vous avez les listes ici. Donc, vous voyez qu'il y a quand même des joueurs bien connus dans la région, comme Lyon, qui est ici, qui est notre voisin à Saint-Jérôme, un partenaire depuis le début, Novabus à Saint-Eustache, entreprise justement. Lyon, c'est une entreprise en croissance. Si vous suivez les médias, vous savez qu'il augmente effectivement la quantité de véhicules qui sont en train de produire, les différents types de véhicules. Ils ont également une usine de conception de batteries électriques longue durée qui devrait s'implanter à Mirabel d'ici quelques temps. Marine Technologies, LTS Marine, deux compagnies qui sont dans le véhicule nautique. Donc, nous, quand on parle de véhicule électrique, c'est tout véhicule. Hein? Donc, on ne se concentre pas uniquement sur la voiture ou sur le camion. On les voit tous. Donc, vous êtes préparés pour l'ensemble des véhicules. On fait de vous, dans le fond, des techniciens spécialisés en VE, mais généralistes qui peuvent travailler sur très différents véhicules. Donc, Marine Technologies à Boisbriand et LTS Marine sur la Rive-Sud. La STM à Montréal, la STM, on pourrait rajouter la STL aussi, la STR pour justement en Montérégie, régionale de Montérégie, la RTL plutôt en Montérégie. Donc, de plus en plus, ces compagnies de transport en commun-là ou ces sociétés de transport en commun-là ont des autobus électriques qui arrivent, donc souvent soit fabriqués par Novabus ou par un compétiteur de Novabus. Donc, ces entreprises-là, justement, commencent à avoir, je dis bien commencent, à avoir des besoins de personnel qui peut être formé justement pour bien comprendre le véhicule électrique. Mais naturellement, comme ils ne fabriquent pas de véhicule électrique, ça demeure une portion des compétences qui est vue ou qui peut être faite, mais c'est quand même des employeurs qui sont possibles pour vous. Nordressa et TM4, deux entreprises qui appartiennent maintenant à la compagnie Dana. Donc, Nordressa qui est à Laval et TM4 qui est à Boucherville. Nordressa fait beaucoup dans l'assemblage de véhicules, alors que TM4 se concentre dans les moteurs, c'est un motoriste. Donc, deux entreprises, effectivement, en une, qui font affaire avec nous. Quand je dis qu'ils font affaire avec nous, c'est-à-dire que les entreprises que vous voyez là ont accueilli des stagiaires, ont embauché de nos gradués, ont fait l'appel à nous parfois pour avoir de la formation pour leurs employés. Donc, tous des liens qu'on a avec ces entreprises-là qui facilitent le placement lorsqu'arrive l'étape du stage final, qu'on va voir tantôt, ou encore la recherche d'emploi. BRP, là, si on s'en va un peu plus loin de la région, justement, de Laurentides, là, donc au cœur du Québec, BRP Récréatif puis Canimex, qui sont des joueurs importants aussi. Simon-André Électrique, qui a fait sa marque à Trois-Rivières, justement, au niveau du véhicule électrique. Et Couture, à Varennes, qui donne, eux autres, dans la conversion, entre autres, en ce moment, de F-150. Taiga, à la Chine, entre autres, ils ont une motoneige bien populaire. Lito Green Motion, qui sont dans les motos. PMG Technologies à Blainville, entreprise qui fait des tests destructeurs et non destructeurs sur les véhicules. Donc, naturellement, ils en font sur les véhicules électriques. Donc, ça leur prend des gens qui connaissent le véhicule électrique. Et par la suite, des entreprises qui n'ont pas encore embauché de nos finissants, parce que notre programme est encore jeune, mais qui sont dans le giron du véhicule électrique, donc TAG eSport à Sainte-Thérèse, le centre de karting, Tiron à Shawinigan, Explolink, Boivin Evolution. Donc, la plupart de ces entreprises-là font dans des composantes liées au véhicule électrique. Blue Solution, entre autres, fait des batteries, fait des systèmes très avancés. Et Transdev, j'ai marqué Transdev à la fin. Transdev, c'est une compagnie qui détient justement des autobus, entre autres des autobus scolaires. Toute compagnie qui détient une flotte de véhicules électriques, que ce soit autobus scolaires, véhicules de transport, de livraison, et qui ont justement développé une flotte électrique, à ce moment-là, pourrait être susceptible d'avoir besoin d'une personne comme vous. Une fois que le programme aura été complété, vous allez avoir atteint ce niveau-là de technicien spécialisé en véhicules électriques.
Pour l'instant, tout va bien. Je n'ai pas de main levée ni de questions, donc je vais poursuivre. La structure de notre programme. Donc, maintenant que vous voyez un peu l'objectif, qu'est-ce qu'on vise, quels sont les employeurs, la bête en elle, comment elle est bâtie, ben, c'est un programme de 675 heures de cours. Quand on dit de cours, ce sont des cours justement où ben, il y aura notes pour passer le cours et 75 heures de mise à niveau. Quand on dit mise à niveau, ce sont des cours qui sont là pour favoriser votre réussite du programme. Donc, les mises à niveau vont être, par exemple, au début, des notions mathématiques, physique, informatique, méthodologie d'apprentissage. Pour la plupart d'entre vous, s'inscrire à un programme d'AEC au niveau collégial, ça signifie un retour aux études. Et un retour aux études, ben, c'est un projet qui est tout à fait courageux et qu'il ne faut pas sous-estimer au niveau de ce que ça va impliquer comme engagement et comme énergie. Et donc, de retrouver des repères en tant qu'étudiant pour étudier, bien structurer son travail, son emploi du temps. Donc, ça fait partie des éléments qu'on voit dans les 75 heures de mise à niveau. La bonne nouvelle, parce qu'au début, j'ai mentionné mathématiques, physique, parce que oui, bon, pour travailler dans le véhicule électrique, il y a des notions de mathématiques et physique qui sont bonnes à voir ou à revoir. Ces heures-là ne sont pas l'objet d'évaluation. C'est-à-dire que contrairement aux cours, aux 675 heures de cours, où là, ben, il y aura des devoirs, des examens et une note de passage. Donc, la note de passage au collégial, c'est 60 dans chacun des cours. Pour les heures de mise à niveau, il n'y a pas de question d'évaluation de note de passage. C'est de la pratique. Ça se veut un peu, en termes un peu sportifs, nous, on appelle ça un peu notre camp d'entraînement. Donc, ça se fait au début, en même temps que débutent les cours, et ça vous permet de retrouver, de prendre contact avec des notions qui étaient peut-être lointaines, que vous n'aviez pas vues justement dans vos études précédentes ou dans vos expériences de travail, pour les avoir en tête lorsqu'elles deviennent importantes dans le cadre du cours. C'est un programme qui débute au mois d'avril prochain, comme j'ai mentionné d'emblée, et qui s'étire jusqu'au 10 février 2023. En fait, je vais vous montrer un peu plus précisément tantôt. J'ai la grille des cours. Puis vous allez voir comment se déclinent les 675 heures de cours à travers justement cette période-là d'à peu près une dizaine de mois. La structure, cependant, vous l'avez ici avec la dynamique d'apprentissage, donc c'est en 3 modules. Un module, c'est un peu une mini-session. Dans le fond, nous, on ne suit pas les sessions du cégep pour régulier. Le cégep, habituellement, ça débute, il y a une session à l'automne, il y a une session à l'hiver, et puis c'est tout. Nous, à la formation continue, on est en continu. Donc, ça veut dire qu'on débute au moment où on est prêt. Donc, pour ce programme-là, on débute au mois d'avril. Pourquoi on débute au mois d'avril? Ce qui veut dire qu'on va avoir des cours pendant la période estivale, sauf les vacances de la construction. Pourquoi on débute au mois d'avril? C'est que ça vous amène à terminer votre programme avec la période de l'arrêt pour le congé des fêtes de Noël et du Nouvel An. Et au retour en janvier, c'est votre stage final. Et la période du retour des fêtes, de ce que les entreprises dans le domaine, comme je vous ai montré la liste tantôt, nous ont montré, c'était une bonne période pour eux pour accueillir des stagiaires. Donc, pour nous, dans le fond, on a placé le programme dans l'année pour que ce soit, au moment où vous sortez, que ce soit optimal pour vous au niveau de votre recherche d'emploi. Donc, on débute comment? Le premier module, la première mini-session, on consolide des compétences et on les bonifie. Donc, c'est là que se déroulent les heures de mise à niveau. Mais vous allez voir aussi que les cours sont des cours justement exploratoires ou pour ramener certaines notions de base en mécanique, en électronique et en électricité aussi au niveau informatique. Quand on passe au deuxième module, qui est dans le fond le module, le cœur de notre programme. Là, c'est là qu'on va développer vraiment les compétences spécifiques par rapport à notre programme de technicien en véhicule électrique. Et donc là, c'est là qu'on va attaquer la question des batteries, les battery packs, des moteurs électriques, la motorisation, de tout ce qui est les harnais, le filage, toutes les connectivités qui se font entre ces différents systèmes-là. C'est ce qu'on voit au module 2. Donc, vous allez concrètement faire élaborer et confectionner un battery pack, également le relier avec un moteur. Vous allez travailler sur des drives de moteur aussi. Donc, toutes les composantes d'un véhicule électrique qui demandent un certain paramétrage, vous les voyez au module 2. Et le module 3, bien là, on passe à l'intégration et vers l'emploi. Donc, ça se déroule en 2 temps. Donc, premièrement, vous avez un projet de conversion électrique d'un véhicule. Donc, un véhicule qui était initialement à essence, on vous demande en équipe de le convertir en véhicule électrique. Donc, vous devez faire le travail, justement, réflexion sur l'étude technique, comment je vais faire. Naturellement, quand vous êtes rendu à ce projet-là, on arrive au terme du programme. Donc, toutes les compétences que vous avez acquises dans les cours précédents, vous les mettez en application dans un projet concret.
Donc, les véhicules qu'on a à électrifier sont diversifiés. Go-kart, moto, tracteur à gazon, petites voitures, vélos. Et naturellement, à chaque année, arrivent parfois des nouvelles idées. Le tracteur à gazon, par exemple, ce n'était pas prévu. Puis c'est un étudiant d'une cohorte précédente qui avait justement une offre, qui avait accès à ça, puis qui voulait s'en départir comme tel. Fait que on a acheté le véhicule à l'étudiant comme tel pour quelques centaines de dollars. Puis ça donnait un véhicule supplémentaire qui pouvait être électrifié, qui représentait, bon, peut-être ça ne semble pas être sexy comme véhicule, un tracteur à gazon, mais disons que le projet de conversion n'est pas tant de faire le véhicule, c'est de vivre l'expérience, de convertir, de réfléchir, de concevoir le batterie pack, parce que le véhicule, lui, vous devez dessiner où je vais mettre la batterie, où est-ce que je vais mettre le moteur. Donc, il reste à peu près juste la charpente du véhicule au moment où vous commencez le projet. Et à ce moment-là, c'est à vous de le compléter. Et le tremplin vers l'emploi, c'est le stage final en entreprise, où là, à ce moment-là, c'est un stage de 90 heures. Ce n'est pas tellement long. 90 heures, si vous prenez à temps plein, c'est 2 semaines et quelques jours. Disons que nous, on a voulu un stage court. Pourquoi? Pour que l'emploi arrive plus vite, tout simplement. Étant donné que nous, comme on vous forme en tant que généraliste, chaque entreprise pour vous accueillir va pouvoir bénéficier des compétences que vous avez développées dans le programme, mais va souhaiter, si vous passez l'expression, vous mettre un peu à leur sauce à eux. Donc, comment eux ils fonctionnent, comment ils font, quel type de véhicule ils font, parce que ce que vous apprenez, ça s'applique différemment si vous travaillez chez Vision Marine sur un bateau que si vous travaillez chez Lyon sur un autobus scolaire ou si vous travaillez chez Novabus dans un milieu, justement, sur un prototype, par exemple. Donc, le stage est là pour ça. Et vous, ça vous donne justement une période, normalement de 3 semaines, pour évaluer si cette entreprise-là répond à vos attentes en tant qu'employé et est-ce que vous souhaitez poursuivre avec un emploi. Et naturellement, eux, de leur côté aussi, vont voir si votre attitude, les compétences que vous avez démontrées, est-ce que le profil que vous démontrez cadre avec ce qu'ils recherchent. Et à ce moment-là, la plupart de nos étudiants, au terme de leur stage, reçoivent une offre d'emploi. Certains l'acceptent, certains la refusent pour aller voir ailleurs. Rendu là, c'est votre choix, c'est votre carrière en devenir à ce moment-là. Moi, en tant que conseiller pédagogique, je suis là pour vous accompagner dans ce processus-là tout au long. Donc, pendant les cours, pour voir est-ce que tout est bien, puis si vous avez des enjeux d'horaire ou des enjeux de disponibilité, ou naturellement, au niveau des contenus, ce sont les profs qui sont les spécialistes, ce sont 2 ingénieurs qui enseignent l'ensemble des cours. Et une fois qu'on arrive vers le projet de conversion de véhicules et l'emploi, moi, j'agis comme facilitateur pour vous trouver un milieu de stage. Donc, l'ensemble des entreprises que je vous ai montrées tantôt, j'ai des personnes contact dans la plupart d'entre elles. Naturellement, ça bouge beaucoup sur le marché de l'emploi. Les entreprises se prennent les employés l'un de l'autre. Donc, et ça, c'est à votre avantage parce que le fait qu'il y a un manque de main-d'œuvre, ça rend les nouveaux arrivants sur le marché de l'emploi, surtout les nouveaux diplômés en véhicules électriques, très attirant pour les entreprises, étant donné que on est les seuls à Saint-Jérôme à offrir ce programme-là au Québec. C'est le seul programme de niveau technique pour les véhicules électriques au Canada et en Amérique du Nord. Là, je mets en Amérique du Nord entre guillemets parce que ça commence un peu aux États-Unis, en Californie. D'ailleurs, les collèges américains nous interpellent pour savoir ce qu'on fait pour un peu développer leur propre programme. Donc, dans le fond, ce que ça veut dire pour vous, l'avantage, c'est que quand vous sortez avec le diplôme de ce programme-là, vous avez en poche des compétences qui sont recherchées par les employeurs et qui sont vues par aucun autre programme. Les autres personnes qui ont les compétences que vous allez voir dans ce programme-là, soit c'est parce qu'ils sont ingénieurs et ils ont passé à travers ces éléments-là, et encore là, il leur en manque un peu, soit que ce sont des gens qui travaillent déjà dans les entreprises de véhicules électriques et qui, par expérience, ont acquis ces compétences-là. Donc, vous avez quand même une longueur d'avance pour atteignez le marché de l'emploi. À ce jour, on approche avec la cohorte actuelle, on va avoir atteint 70 personnes qui ont obtenu le diplôme. Le taux de placement est de 90 %. Donc, il y en a qui vont décider de partir à leur propre compte comme travailleurs indépendants, offrir leurs services à différentes entreprises. Sinon, dans la liste des entreprises que je vous ai montrées tantôt, il y a de très petites entreprises où vous allez travailler quotidiennement avec l'équipe d'ingénierie, comme par exemple chez Couture. Il y a des entreprises en croissance, comme chez Lyon, où là, il y a des équipes de travail qui sont en train de se structurer de plus en plus. On a commencé il y a 5 ans notre programme, nous, puis il était à peu près une 50aine d'employés chez Lyon. Et là, je crois qu'ils sont quelques centaines et ça va aller encore en grandissant. Donc, c'est une entreprise qui est en croissance, je dirais, plutôt rapide et impressionnante.
Ou sinon, vous pouvez travailler chez Novabus, où là, c'est une entreprise bien établie, qui est à maturité, membre du groupe Volvo, ça appartient à Volvo, à Novabus, avec des conventions collectives, des structures de travail très bien établies. Donc là, vous entrez dans une beaucoup plus grosse boîte quand vous arrivez chez un employeur comme chez Novabus. Donc, le type d'employeur est également très différent. Donc, moi, je suis là pour vous aider à faire le pont entre vous et les entreprises qui vous plaisent le plus. La séquence des cours, là, vous l'avez ici. Bon, là, je vois que c'est très petit. Comment je peux agrandir ça? Bon, je pense que c'est un peu plus gros comme ça. Vous avez le même visuel que moi, là? Ça vient de grossir pas mal. Je vois des gens, des pouces en l'air, oui. Ah, je vois une main levée cependant. Ça m'a permis. Donc, Gabriel. Est-ce qu'on va pouvoir avoir accès à toute cette rencontre-là? Vous dites que vous enregistrez ça. Est-ce qu'on va pouvoir avoir accès à toutes ces informations-là ultérieurement, Oui. après la présentation? Vous allez nous envoyer un lien? Oui, tout à fait. Après, dans le fond, on envoie le lien. Toutes les personnes qui se sont inscrites pour la soirée d'information vont recevoir le lien de la capsule vidéo et vont également recevoir la présentation que je vous présente, là. Donc, la présentation PowerPoint. Vous allez également la recevoir. Donc, si ça peut alléger la prise de notes ou d'informations, ça sera disponible. Moi, je devine très bien. Ça fait plaisir. Donc, ici, ce que vous voyez en plus gros, c'est notre module 1, donc, qui débute le 4 avril prochain et qui s'en va jusqu'au 22 juillet. Donc, dans le fond, notre première mi-session, mini-session, se termine avec les vacances de la construction. C'est notre rythme. Nous, à la formation continue, on arrête 2 fois dans l'année. On arrête 2 semaines pour les vacances de la construction l'été, ce qui s'appelle communément les vacances de la construction, et on s'arrête 2 semaines pour la période de Noël et du Nouvel An lorsqu'arrive le début de l'hiver. Donc, au mois d'avril, on commence avec quoi? Bien, comme vous voyez ici, les cours, quand vous voyez la petite notation AFR, ça veut dire activités favorisant la réussite, ce sont les mises à niveau, donc les mathématiques, les outils numériques, donc l'informatique et les stratégies d'apprentissage. Donc, vous voyez 45, 15, 15, ce sont les 75 heures mentionnées tantôt. Pardonnez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Et on poursuit avec 4 cours bien distincts. Donc, le cours de dessin assisté par ordinateur, DAO, et autres outils informatiques. Vous allez voir du SolidWorks, du Automation Studio, Microsoft Project aussi. Désolé, je vais tenter de me libérer de mon chat. Vous avez un cours sur les 2 cours que vous voyez par la suite, éléments électriques, électroniques, éléments mécaniques. Ce sont des cours où on revient sur des notions de base de ces matières-là. Donc, c'est clair que pour quelqu'un qui vient avec un bagage déjà de mécanicien, le cours éléments mécaniques va référer à des notions que vous avez déjà vues, vous possédez déjà. Même chose pour les gens qui arrivent avec un bagage davantage d'électromécanicien ou électronicien ou d'électricien ou avec un bagage de formation d'électricité. Le cours d'éléments électriques et électroniques là, va être un peu plus dans vos cordes et l'autre va être un peu plus un défi. C'est ce qu'on veut. Nous, dans le fond, les gens, vous allez le voir tantôt quand je vais parler des conditions d'admission, mais c'est un programme de spécialisation. Donc, les gens qui s'inscrivent à notre programme ont déjà un bagage, soit de l'un, soit de l'autre. Mais il en manque la moitié. Donc, nous, on va justement consolider ces compétences-là et en développer des nouvelles avec les premiers cours. Et également un cours sur la profession de technicien en véhicule électrique. Écoutez, on est des pionniers dans le domaine. Les gens parmi vous qui allez s'inscrire à notre programme vont accepter de jouer le rôle de pionnier aussi, c'est-à-dire que la formation dont on le fait actuellement, il n'y a personne d'autre qui l'a fait, donc c'est unique, puis c'est très nouveau, hein. Même au niveau gouvernemental, la profession de technicien en véhicule électrique n'existe pas. Si vous allez dans le Code national des professions, donc tout ça est en train de devoir se placer pour que je dirais, la nomenclature des systèmes gouvernementaux et dans le monde de l'éducation et même au travail représente davantage cette nouvelle réalité-là. Mais pour l'instant, ça prend un cours, justement, au départ, pour vous faire un tour d'horizon sur c'est quoi le rôle d'un technicien en véhicule électrique au sein des entreprises, quelles sont les entreprises. Je vais montrer une liste tantôt, mais dans ce cours-là, c'est l'opportunité pour les profs d'organiser des visites en entreprise, bon, naturellement, lorsque les conditions sanitaires nous le permettent, mais ne serait-ce à ce moment-là, des fois, de faire des rencontres virtuelles avec des gens qui viennent d'entreprise pour vous permettre de mieux vous positionner par rapport à qu'est-ce qui est possible comme perspective professionnelle dans ce domaine-là et qu'est-ce qui correspond plus à moi, déjà des entreprises qui pourraient vous intéresser dès le départ.
Par la suite, on passe au module. Donc là, vous suivez ces 4 cours-là. Ces 4 cours-là que vous avez ici, eux, vont être notés. Donc, pour chacun des cours, c'est, je dirais, la réalité collégiale qui arrive. C'est-à-dire, au début, le professeur vous présente un plan de cours. Là, vous allez avoir la séquence, comment ça va se passer dans les différentes semaines des cours, à quel moment seront les évaluations. Est-ce que c'est un examen? Est-ce que c'est un travail qu'il faut faire? Travail d'équipe, travail individuel? Ça, vous avez toute l'information dans le plan de cours des enseignants. Et là, actuellement, on suit le cours. Donc, ces 4 cours-là, vous les suivez de front. C'est un peu votre première session. Et au terme de chacun des cours, là, vous cumulez vos notes et naturellement, lorsque vous atteignez 60 et plus de réussite, le cours est réussi. Et une fois que les 4 cours sont complétés, on part en vacances pour 2 semaines, après le 22 juillet, on prend une pause bien méritée, et on revient au mois d'août pour débuter le deuxième module. Vous vous souvenez que le deuxième module, c'était le module où on allait attaquer vraiment les compétences spécifiques au domaine. Donc, un cours accumulateur et recharge, c'est le cours communément appelé de battery pack. Donc, vous allez voir tout l'aspect des batteries là-dedans, travailler avec la haute tension, les équipements de protection, qu'est-ce que ça prend pour concevoir, assembler un battery, vous allez en monter un carrément, donc utiliser des cellules. Pour faire la différence tantôt dans ce que je mentionnais au départ entre l'entretien préventif et, je dirais, le travail que nous, les compétences qu'on développe, quelqu'un qui va aller chercher de la formation en entretien préventif va pouvoir remplacer un battery pack sur un véhicule. Donc, on le retire, on en remet un autre. Nous, on va vous apprendre à jouer dans le battery pack. Donc, aller changer une cellule, aller voir pourquoi ça ne fonctionne pas, comment l'ajuster, comment le concevoir aussi pour que le poids soit bien réparti. Quel type de chimie de cellules choisir? Aussi, des cellules en cylindre, des cellules en enveloppe, comme ils m'appelaient en Pop-Tarts. Les chimies sont différentes. Donc, vous apprenez devenez des spécialistes de batterie dans le fond avec ce cours-là. Qui s'est associé et qui se fait parallèlement avec le cours de motorisation électrique. Là, vous allez voir les différents types de moteurs, les différents types de drive, la façon de connecter la batterie avec le moteur pour avoir, je dirais, la propulsion qui est désirée, les paramètres de performance qui sont désirés aussi. Et naturellement, pour que les deux se parlent, ça prend une quantité de filage, de harnais, donc tout ce qui va permettre la connectivité des deux. Et donc, le cours de contrôle qualité, c'est un cours axé sur justement le sertissage de fil, communément appelé en bon québécois le crimpage. Donc, pour que vous puissiez avoir toutes les normes de qualité les plus à jour pour bien faire le travail lors de la connectivité. Parce que, pour ceux qui connaissent un peu l'électronique, vous savez que quand on a du filage, ça peut ressembler rapidement à une espèce de spaghetti multicolore incompréhensible. Et là, à ce moment-là, si on a une problématique, c'est bien difficile à identifier. Donc, nous, on vous montre les standards de qualité de la norme de qualité actuellement en vigueur, IPC. Donc, en fait, nous, ce cours-là vous amène à obtenir une carte de compétences, la certification comme pour la norme IPC A620. Donc, c'est la norme de qualité pour tout ce qui est filage électrique et électronique. Et c'est ce qui est demandé naturellement par les entreprises pour s'assurer que leurs véhicules qui sont assemblés, ils n'auront pas un problème de connexion justement de certains fils. Vous savez, c'est toujours frustrant quand on sera au garage et qu'on n'a plus accès à son véhicule. Pourquoi? Parce qu'il y a un fil qui était mal connecté ou il y a un shot qui s'est fait. Donc, ce cours-là vous permet d'avoir toutes les compétences requises pour ça. Et en plus, au final, d'avoir une carte de compétences qui est reconnue et qui est peu présente actuellement sur le marché de l'emploi. Donc, c'est un atout de plus pour vous pour l'emploi. Sinon, par la suite, on passe aux autres modules une fois que ce cours-là est fait. Donc, le projet qu'on dit intégrateur, c'est le projet de conversion de véhicules dont je vous ai parlé tantôt. Donc, vous voyez, il y a quand même 150 heures. Donc, c'est un long projet qui s'étire sur 2 mois. Et à ce moment-là, vous n'avez que le projet à faire. Donc, les autres cours sont terminés. Là. Le module 2, comme j'ai vu tantôt, c'est la même pratique. Donc, on passe les examens, il y a une note à la fin. Tandis que le projet intégrateur, vous allez travailler en équipe et à ce moment-là, bien, vous n'avez que ça à votre horaire. Donc, normalement, là, on tombe à un horaire de 3 jours semaine à peu près, officiellement de cours. L'expérience, c'est sûr que rendu là, il y a des équipes qui souhaitent mettre plus d'heures sur leur projet pour l'amener un peu plus loin, mais ça, c'est libre à chacune des équipes. Nous, dans le fond, l'important, c'est que vous puissiez, dans ce projet-là, démontrer votre capacité à penser, structurer, planifier une conversion de véhicules, la mettre sur dessin, naturellement, au niveau de la schématisation électrique et du dessin du véhicule, s'il y a des aspects mécaniques à modifier. Et par la suite, de la réaliser, donc d'assembler les pièces, d'assembler le véhicule, de le monter pour pouvoir, au final, en faire un essai sur route. Et une fois que ce projet-là est terminé, qu'est-ce qui arrive? Bien là, ce projet-là, vous voyez qu'il se termine au 23 décembre.
Donc, on part en congé pour les 2 semaines de la période de Noël et du Nouvel An. Et on revient au mois de janvier pour réaliser votre stage. Bon, là, il y a une petite coquille, là, c'est marqué en entretien, c'est en entreprise, ou à tout le moins en entretien correctif. Et là, à ce moment-là, bien, normalement, à l'automne, pendant votre projet intégrateur, c'est là qu'on fait des démarches aussi pour trouver votre milieu de stage, que vous vous entendez avec une entreprise qui va vous accueillir à partir du mois de janvier et que vous pouvez réaliser vos heures de stage. On dit du 9 janvier au 10 février. Naturellement, je prends par exemple cette année avec la COVID, même l'année passée, la présence de la COVID, des fois, les entreprises étaient moins prêtes à tel moment d'accepter nos stagiaires et tout. On est assez large, je suis assez flexible, moi, en tant que coordinateur de programme. Là. Si vous avez une entreprise qui vous apprécie, qui a aimé ça vous rencontrer, puis vous aussi, vous les aimez, puis ils seraient prêts à vous prendre en stage, mais juste au mois de février, par exemple, à partir de la Saint-Valentin, il n'y a pas de problème. On pourra étirer justement les dates du programme pour vous, puis à ce moment-là, vous faire terminer plus tard, si ça peut vous permettre d'atteindre un emploi qui était désiré de votre côté. On va revenir un peu comme ceci. Je regarde de mon côté. Donc, oui. Donc, est-ce que ça a bien été pour le document? Je vois qu'il y en a qui disaient qu'ils ne voyaient pas tout le document, donc j'essayais de migrer pour le document là, pour que vous voyez bien le module dans lequel je parlais. Est-ce que tout le monde a pu... ou sinon, est-ce que vous avez des questions sur le... Merci, Dani, de me confirmer que le visuel était bon. Pas de questions sur la... Parce que ça, dans le fond, c'est votre parcours comme tel. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Gabriel, vous avez la main levée. Quand vous parlez d'une carte de compétences, vous parlez de quelle carte de compétences, étant donné que le titre de la formation, il n'existe pas? Bien, c'est une carte de compétences parce que cette compétence-là existe dans d'autres domaines que les véhicules électriques. Là. Ça peut être pour toute qualité de filage aussi, même dans les véhicules actuellement à essence, il y a quand même une bonne quantité de filage aussi. OK, donc, vous parlez par rapport à la norme IPC, là. Exact, oui. C'est vraiment une certification de la norme, précisément de la norme IPC, et encore plus spécifiquement de la norme IPC A620, qui est celle vraiment vers, j'ai le titre complet quelque part dans mes documents, là. Les profs pourraient en parler mieux que moi. Mais bref, ça vous donne une corde de compétences, mais précise, qui est un atout, justement, en tout cas, qui est à mettre sur votre CV là, une fois que vous l'avez quand vous cherchez un emploi. Parfait, merci. Je poursuis. Donc, ça, c'est votre parcours d'études. Peut-être avant d'aller plus loin, non, je vais aller avec les conditions d'admission. Il y a d'autres éléments que je vais vous donner, mais je vais vous donner quand je vais vous montrer une version d'horaire. Oui, parfait. Désolé, je vais m'assurer que j'avais ça un peu plus loin. Pour l'instant, je vais me concentrer sur les conditions d'admission. Qui peut s'inscrire à notre programme? Donc, il y a différents niveaux de conditions à rencontrer. Premièrement, pour être admissible de façon générale au niveau collégial, ça vous prend là, la portion du haut de cette diapositive-là. Je simplifierais ça en disant ça vous prend un secondaire 5 ou l'équivalent. Donc, l'équivalent, ça peut être une attestation d'équivalence, ça peut être un DEP avec certains crédits en français, ça peut être une formation juste suffisante. Donc, à la base, ça vous prend ça pour être accueilli, admissible au cégep. Et aussi, et l'une des conditions suivantes, donc le bas de la diapositive, ce que ça dit, c'est que vous devez être un adulte, dans le fond, et qui fait un retour à l'école ou qui a eu une expérience sur le marché du travail. Je simplifie ça là, quand on dit moins de 2 sessions consécutives, une année. Bref, en gros, là, tout ça, ce que ça veut dire, c'est que les attestations d'études collégiales ne sont pas là pour remplacer les DEC. Donc, ceux qui sortent du secondaire, donc qui sont à 16, 17, 18 ans, selon la durée qu'ils ont faite au secondaire, qui sortent avec leur diplôme d'études secondaires, qui viennent de réussir, qui viennent de compléter, ne peuvent pas tout de suite s'inscrire dans une attestation d'études collégiales. Il faut qu'il y ait une expérience de travail, donc c'est pour ça que, naturellement, habituellement, à la formation continue, nos groupes d'étudiants vont avoir un âge qui varie de 19-20 à 70 ans et plus. Donc ça signifie tout simplement que c'est un programme pour adultes. Là où ça devient plus précis, c'est dans nos conditions d'admission spécifiques. Je vous l'ai dit tantôt, c'est une attestation qui se veut de spécialisation. Donc, nous, les gens qui vont être admissibles ont déjà un diplôme en poche au-delà de leur secondaire 5. Ça peut être quoi? Ça peut être naturellement le plus souvent ce qu'on voit, ce sont les DEP. Les DEP en électrotechnique, donc électricité, électromécanique, vous avez la liste devant vous, là. Mécanique, autant automobile, véhicule lourd, je pense qu'il y a même véhicule agricole aussi, fabrication mécanique, donc même l'usinage, câblage. Donc, tout ça, ce sont des DEP qui vous permettent d'être admissible au programme. Naturellement, si vous avez déjà fait une attestation d'études collégiales,
ou un DEC. On mentionne une HC, mais pour un diplôme qui est de plus longue durée comme un DEC, c'est bon aussi dans les domaines comme le génie mécanique ou électrique, ou électronique industrielle. Donc, ça, c'est pour les diplômes. Si vous n'avez pas ces diplômes-là, ce qui pourrait vous permettre d'être admissible aussi, ce serait votre expérience de travail. Donc, avoir une expérience de travail de 5 ans ou plus en soutien technique, en lien avec la mécanique avancée, l'électrotechnique. On garde ça, bon, vous dire exactement c'est quoi la mécanique avancée, puis l'électrotechnique, c'est assez large comme domaine. On a voulu utiliser des mots larges comme tels pour se dire, bon, ben, les gens qui n'ont pas les diplômes, mais qui pensent qu'ils ont l'expérience de travail nécessaire pour se qualifier pour le programme, ben, on veut les encourager à déposer une demande. Nous, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'il y a une entrevue qui est faite par les enseignants du programme avec les personnes, justement, qui veulent être admissibles sur la base de l'expérience pour discuter avec vous, tout simplement, de vos expériences de travail. Donc, à ce moment-là, lorsque vous allez déposer votre demande d'admission, ça nous prend un CV, et pas un CV d'emploi, un CV vraiment qui focus sur l'aspect mécanique, l'aspect électrotechnique ou électrique que vous avez vécu, soit dans vos expériences de travail, vos projets personnels. Vous ne travaillez pas dans le domaine, mais vous remontez des véhicules, par exemple, pour en faire des véhicules plus performants et tout. Bon, bien ça pourrait se qualifier. Donc, ça nous prend à ce moment-là un CV et il y aurait toujours cette option-là pour être admissible. Question de Hichem ou Ikem? Votre micro est fermé. Oui. Oui, bonsoir, M. Eric. Bonsoir, bonsoir. Tout le monde. Donc, je me présente. Je m'appelle Hichem Ben Smida. Je suis tunisien. J'ai 39 ans. Je suis au Québec depuis l'année 2019. Malheureusement, presque avec la pandémie. Avec la pandémie, oui. Donc, je travaille pour le moment avec le groupe Prévost Montréal. Je travaille pratiquement quotidiennement sur le projet de Novabis, quelles soient les programmations BOA ou VBOA. Et on travaille, ça veut dire pratiquement on fait tout ce qui est les bulletins d'entretien et de garantie. Ma question, est-ce que j'ai besoin de faire une équivalence pour ma diplôme tunisien ou mon expérience comme 5 ans d'expérience, est-ce que mon expérience en Tunisie, ça compte ou non? C'est ça ma question. L'expérience de travail en Tunisie peut compter, oui, tout à fait. Je vous dirais que l'expérience de travail, naturellement, avec le groupe Prévost, qui justement est une filiale de Novabus, va compter également aussi. De ce que vous me dites, l'expérience de travail pourrait être suffisante. Le diplôme comme tel que vous avez hors Québec était dans quel domaine? Brevet technicien professionnel électromécanique. En électromécanique, ben, je vous dirais que de nous fournir, lorsque vous allez déposer votre demande d'admission, moi, je vous dirais, pas besoin de faire une demande d'équivalence parce que ça, c'est un processus qui peut quand même être assez long et fastidieux auprès des instances gouvernementales, d'une évaluation, mais de nous fournir les documents liés à votre diplomation tunisienne, ça, c'est un atout parce que dans le fond, dans le cadre d'une entrevue, pour justement admettre, voire évaluer si on peut vous admettre sur la base de l'expérience, on va tenir compte de vos expériences de travail, mais on va regarder ce que vous présentez d'autres aussi. Donc, pour nous, justement, en tant que conseiller pédagogique et que prof, que vous n'ayez pas l'équivalence, c'est une chose, mais ça nous dit quand même que vous avez un bagage en électrotechnique ou électromécanique, vous avez dit? Électrotechnique, vous m'avez dit? Électromécanique. Électromécanique. Donc, ça va compter aussi, ça va peser dans la balance, justement, dans la décision qui va être rendue par les profs. Donc, moi, avec ce que vous me dites là, je vous dirais, vous pourriez aller avec une demande d'admission sur la base de l'expérience. Okay. Ça va réduire les frais documentaires aussi, pas de problème. Merci, M. Eric. Ça fait plaisir. Si je poursuis, je regarde. Pour un diplôme en électricité à l'extérieur du Canada. Pour un diplôme en électricité, tous les diplômes, dans le fond, qui viennent de l'extérieur du Canada, bon, un peu dans la même façon dont j'ai parlé avec Hichem, tout dépend du reste de votre profil. Si c'est votre seul lien avec la dimension électrique, mécanique, électronique et tout, c'est sûr que d'avoir à ce moment-là un avis du ministère de l'Immigration ou du SRAM lui-même, qui en fait parfois, qui reconnaît que votre diplôme, justement, est l'équivalence de tel ou tel niveau ici dans le système scolaire du Québec,
ça peut aider. Maintenant, si votre historique d'emploi va dans le même sens et que vous avez de l'emploi dans le domaine, un peu comme j'ai répondu à Hichem, à ce moment-là, c'est peut-être plus avantageux pour vous d'y aller avec une demande d'admission sur la base d'expérience. Ceci dit, je vais encourager tout le monde qui a un diplôme hors Québec à faire éventuellement une demande d'équivalence. Ça peut vous faciliter la vie dans plein d'autres secteurs aussi. Je ne parle pas juste spécifiquement du programme actuel et du cégep, mais dans d'autres moments, ça peut bien être utile d'avoir un document qui atteste de où se situent vos études dans le repère du système québécois. Très bien. Donc, je poursuis. Donc, ici, vous avez l'exemple d'un horaire. Donc, vous voyez que c'est un programme à temps plein. Quand on dit un programme à temps plein, pour nous, ce que ça veut dire, c'est 24 heures de cours par semaine. Vous voyez que ce sont la plupart du temps des blocs de 3 heures, 3 périodes. Et donc, vous avez normalement, en moyenne, par semaine, 2 demi-journées qui vont être laissées libres. C'est là que vous voyez que c'est marqué travaux pratiques. Donc, vous voyez, donc, dans la semaine du haut, là, donc, bon, c'est sûr, ce sont des exemples. Là. Donc, vous avez le mardi avant-midi qui n'a pas de cours, vous avez le vendredi après-midi qui n'a pas de cours. Il y a un seul cours le mercredi. Donc, c'est un peu comme ça qu'on bâtit l'horaire en fonction de la disponibilité des profs, de la disponibilité des locaux. Mais c'est vraiment un programme à temps plein. Même si vous voyez que l'horaire n'est pas totalement rempli, comme si c'était au travail tous les jours de 8 à 5, dites-vous bien qu'avec les lectures, les devoirs, les travaux d'équipe, les travaux, l'enrichissement que vous allez devoir faire par vous-même, parce que les profs donnent des travaux à l'extérieur des cours. Je dirais que si je vous dis que vous avez 24 heures de cours, d'avoir un 10 à 15 heures de travail personnel à faire durant la semaine, c'est la norme, c'est la réalité. Ça peut fluctuer d'une personne à l'autre, mais grosso modo, c'est ce que ça représente comme travail. Donc, si on additionne, ça vous donne un 35-40 heures semaine. Donc, c'est un programme à temps plein qui nécessite, je dirais, une disponibilité temps plein. Quand je dis une disponibilité, c'est que on a quand même assez régulièrement des étudiants qui travaillent pendant leur programme d'études. Ce n'est pas impossible, mais c'est à faire avec vigilance, étant donné que, effectivement, ça va quand même prendre un bon niveau d'énergie pour justement avoir tout votre esprit et votre corps présent dans les cours pour bien assimiler toutes ces nouvelles matières-là. Et ça fait partie du rôle que je joue, moi, en tant que conseiller pédagogique auprès des étudiants, c'est-à-dire, si à un moment donné, vous voyez que ça ne fonctionne plus, que vous avez de la difficulté à arriver dans vos cours versus votre emploi. On parle versus l'emploi, je vais rajouter versus responsabilité familiale, parentale, souvent. Donc, lorsqu'il y a difficulté par rapport à tout ça, moi, je suis la personne, l'interlocuteur que vous pouvez contacter pour en discuter, voir s'il y a des choses qu'on peut changer. Ou sinon, je suis un peu votre lien de contact avec les différents services aux étudiants qui existent au cégep, que ce soit service d'aide financière, service d'aide sociale, d'aide psychologique, d'aide, par exemple, si vous avez des difficultés d'apprentissage liées à un trouble d'attention, d'anxiété, dyslexie. Il y a des services pour tous ces types de défis-là qu'on rencontre et c'est moi qui vais pouvoir vous y diriger. Là, il y a des mains qui ont levé. Je crois que Hichem a levé la main en premier, suivi de Andrew. Donc, à vous, Hichem. Oui, monsieur. Monsieur, concernant l'expérience, parce que moi, mon diplôme, c'est électromécanique, mais pratiquement, je n'ai pas touché ça parce que dans mon pays, je travaille dans une compagnie, c'est comme pratiquement presque comme l'STL ou l'STM. Et chacun, ça veut dire le mécanicien ne travaille pas le travail d'électricien, l'électricien ne travaille pas le travail du mécanicien. Donc, avec le temps, il y a beaucoup de choses que j'oublie. Donc, c'est vraiment pour votre programme, M. Eric, correspondant à ce que je veux exactement. Ça veut dire, parce qu'en Tunisie, je n'ai pas eu de chance parce qu'on n'a pas... je veux faire, j'ai réfléchi de faire un BTS, ça veut dire diplôme brevet technicien supérieur en électromécanique, mais je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé une autre formation, comment ça s'appelle, maintenance industrielle. Et j'ai trouvé à l'époque, c'est très difficile parce que c'est pas comment s'appelle la formation de maintenance industrielle très loin à la formation d'électromécanique. Ça veut dire
il y a des choses communes, mais ce n'est pas pareil. Donc, c'est ça. Oui, et vous me dites ça pour... vous avez un questionnement par rapport à ça ou Oui, par rapport à l'expérience dans le domaine de l'électricité et tout ça, parce que si je m'inscris après ça, je trouve que j'ai très loin au niveau. Mais ça, je peux vous rassurer en ce sens que dans la mesure où vous faites une demande d'admission par la voie justement de l'expérience, faites valoir votre expérience de travail, c'est clair que lorsqu'il y aura entrevue avec les enseignants, les professeurs, ces aspects-là vont être couverts. Le type de questions qu'ils posent en entrevue permet d'identifier assez rapidement les personnes qui n'ont malheureusement pas le niveau de connaissance, de compétences suffisamment acquis, justement, pour justement pouvoir bien performer dans le programme. On n'incitera pas une personne, justement, qui n'a pas le bagage de base nécessaire à s'inscrire au programme parce qu'effectivement, ça va devenir déroutant pour la personne, ça ne sera pas motivant du tout. Donc, la personne va frapper un mur tôt ou tard et la plupart du temps, c'est plus tôt que tard. Donc, les profs sont très vigilants là-dessus lors des entrevues pour s'assurer que la personne quand ils vont me revenir pour me dire oui, Hichem, il passe, on peut l'admettre, c'est parce qu'ils vont avoir posé des questions de nature électrique, de nature mécanique, ils font le tour pour vraiment avoir une vision d'ensemble de où vous êtes rendu dans ces compétences-là et est-ce que ce que vous avez actuellement comme bagage est suffisant pour vous permettre de réussir les cours. Si ce n'est pas le cas, la réponse va être non à ce moment-là. Puis des fois, ça peut être décevant, mais c'est clair qu'à ce moment-là, bien, c'est parce que les profs n'ont pas identifié que le risque d'échec à ce moment-là est trop grand dans nos cours et ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite d'inscrire quelqu'un qui se retrouvera en difficulté tout de suite en débutant. Merci, M. Allais. Ça fait plaisir. Andrew, à votre tour. Oui, bonjour. Je me demandais juste en regardant l'horaire si vous croyez qu'éventuellement, c'est quelque chose qui pourrait se donner de soir. De soir, actuellement, je dirais que pas à court terme ni à moyen terme. On est encore, quand je dis qu'on est des pionniers au début, c'est-à-dire qu'on est une petite équipe. Donc, je n'ai pas suffisamment d'enseignants spécialisés dans le domaine pour pouvoir enseigner de soir et de jour en même temps. Et naturellement, de faire le programme que de soir, ça étire beaucoup le programme en long. Ce qu'on réfléchit davantage plus, c'est voir est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité d'offrir certains cours en mode de soir, pas le programme en entier. Et à ce moment-là, mais encore une fois, moi, un peu comme bien comment je pourrais dire ça? Je ne suis pas l'employeur, moi je suis un employé du cégep, mais en tant qu'employeur, le cégep, j'ai de la difficulté à recruter des profs. Donc, comme l'équipe de profs est limitée, je dois aussi limiter l'offre de cours. Et pour l'instant, la demande est davantage pour des cours de jour que des cours de soir. Ce vers quoi on chemine cependant pour essayer de rendre le tout plus digeste, dans le fond, au niveau de l'horaire de travail, c'est de voir à quelle mesure on pourrait donner la formation en mode hybride. Donc, c'est-à-dire qu'il y ait des cours en classe ou en atelier, mais qu'il y ait des cours qui se donnent aussi à distance. Un peu comme on fait ce soir, on est réunis sur une même plateforme. Donc, je pourrais très bien être l'enseignant puis vous donner un cours justement de profession de véhicule électrique ou un cours justement d'éléments mécaniques. Il y a des cours qui s'y prêtent mieux. Mais ça, naturellement, ça demande des ententes avec l'ensemble des profs, pas juste les profs avec qui je travaille, mais le syndicat des profs et tout. Donc, la pandémie nous a amené des nouvelles réalités de travail qui sont en train de changer effectivement les ententes, les conventions collectives, les façons de faire. Donc, moi, je vous dirais que mon objectif, c'est de pouvoir offrir ce programme-là éventuellement en mode hybride. Donc, ça veut dire que vous n'ayez pas toujours à vous déplacer vers le cégep pour venir justement suivre ces cours-là. Et parfois, ça peut être facilitant de se brancher à son ordinateur. Pour ce qui est de soir, je ne connais pas l'avenir, mais peut-être un peu plus tard, ou à moins que la demande soit forte à ce moment-là, ce qui en ce moment n'a pas vraiment été le cas. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc, que dire d'autre sur l'horaire? Sur l'horaire, tantôt, ce que je voulais parler, c'est de ne pas sous-estimer le temps que ça va prendre pour faire les devoirs, les travaux, l'étude pour vous préparer aux examens. Aussi, vous dire que, vous voyez que souvent, il y a des numéros de locaux qui sont marqués à l'horaire et tout. Les cours de la prochaine cohorte devraient principalement se donner au CEP de Saint-Jérôme.
Nous, ça nous prend des endroits qui ont de l'espace, naturellement, pour avoir des véhicules et tout, ce que le cégep a de la difficulté à offrir actuellement. Donc, on est en train justement d'avoir une entente avec le Centre d'études professionnelles de Saint-Jérôme, où ont le cours de mécanique automobile, où à ce moment-là, nos cours se donneraient au même endroit dans ces locaux-là, donc sur la portion plutôt ouest de l'autoroute 15, pas tellement loin du cégep. Avec justement tous les locaux et les facilités qu'il y a. Donc, déjà pour nous, la perspective d'avoir des lifts pour pouvoir monter nos véhicules, c'est un plus parce qu'on n'a pas ça actuellement. Pas d'autres questions sur l'horaire. Je passe au présent. Présence au cours et mesures d'aide. Ben, ça, c'est tout simplement pour mentionner, j'en profite pour mentionner que au collégial, là, vous êtes autonome. Là. Donc, les présences sont prises strictement à titre de données pour justement avoir Il n'y a pas de pénalité au niveau de la note parce que vous avez manqué des cours. Mais nous, ça nous donne une information, par exemple. Si vous vous retrouvez en difficulté dans un cours, puis vous demandez que le prof passe plus de temps avec vous, mais que vous avez manqué la moitié des heures depuis le début du cours, bien, vous comprendrez que vous n'aurez peut-être pas l'aide du professeur. Ça nous permet de voir un peu l'assiduité des gens pour voir quelles mesures d'aide on peut offrir selon l'assiduité. Ce qui est à mentionner cependant, vous voyez, qui est mentionné dans le paragraphe du haut, Service Québec. Notre programme est approuvé par Service Québec. Donc, pour ceux et celles qui ont une situation emploi précaire ou en recherche d'emploi, ça vaut la peine de demander une rencontre avec un agent ou une agente de votre centre local d'emploi, de votre secteur, de votre quartier, pour rencontrer quelqu'un de Service Québec. Vous pourriez être admissible à des subventions, du financement de la part de Service Québec pour le temps de votre programme d'études. En quoi ça représente ce financement-là? Bien, grosso modo, toutes vos dépenses liées au programme sont couvertes, autant les frais de scolarité que l'achat de matériel. Et également, bien, vous avez aussi un montant par semaine qui ressemble un peu à ce que les gens touchent sur l'assurance chômage pour justement payer l'épicerie, payer les comptes et vous permettre de voir à vos responsabilités financières pendant que vous êtes en période d'études. Donc, si vous avez un doute sur la situation, est-ce que vous pourriez vous qualifier pour ça? Bien, écoutez, moi, je vous conseille de contacter votre centre local d'emploi, de demander un rendez-vous, puis de poser la question. Les gens vont pouvoir bien vous répondre à ce niveau-là. Nous, on a des gens de différentes régions qui ont été financés par Service Québec au cours des dernières années. Donc, d'habitude, c'est un processus qui va rondement. Sinon, mis à part l'aide financière, les mesures d'aide au niveau de l'apprentissage. Donc, oui, effectivement, tutorat, principalement par les enseignants. Donc, dans le fond, derrière ça, le message que moi, je veux passer pour vous, c'est que quand on est dans un programme de formation intensif, il ne faut pas laisser les choses décliner trop longtemps. Si à un certain moment donné, vous sentez que là, vous comprenez moins bien, que ça va moins bien, que vous suivez moins les cours, attendez pas une semaine de plus avant de le dire parce que ça va très vite. Dans une semaine de plus, vous allez être encore plus dépassé. Et là, c'est un effet domino pour la suite des choses. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos profs à la pause, après le cours. On a un système de communication écrit, naturellement, par intranet au cégep. Là, ce soir, on est sur la plateforme Zoom, mais pour nous, il y a la plateforme Teams qui est beaucoup utilisée au cégep. Donc, ça permet de communiquer rapidement. Les profs, ça fait partie de leur rôle, ils sont là pour ça. Donc, n'hésitez pas à les contacter dès que vous sentez une difficulté avec la matière. Le CAID, c'est un acronyme pour le Centre d'aide à l'intégration des étudiants. Donc, ça, c'est lorsque vous avez un diagnostic. Je parlais tantôt de troubles de l'attention avec hyperactivité, dyslexie. Donc, toutes ces choses-là qui font partie de vous, qui sont des défis que vous avez à relever, bien, si vous avez ça, il y a le CAID qui est une équipe du cégep qui est là justement pour des psycho-éducateurs qui vont vous aider justement à développer des bons trucs pour contrecarrer ou pour répondre à ce défi-là. Mais ça peut vous donner également de droit à des mesures d'aide pour des examens. Vous pourriez faire un examen dans un local seul. Par exemple, vous avez une anxiété liée au fait que tout le monde est rassemblé dans une même classe. Vous pourriez avoir plus de temps pour faire un examen, 30 plus de temps que prévu à l'horaire pour faire votre examen en raison d'un diagnostic de trouble de l'attention. Donc, vous voyez, c'est ce genre d'aide-là. Accès à un ordinateur qui vous fait de la correction linguistique ou de la lecture linguistique si vous avez des problèmes de dyslexie. Donc, ça, c'est tout ça des mesures d'aide qui sont possibles, mais qu'il y a une démarche qui est requise de votre côté. Et ça aussi, en tant que conseiller pédagogique, je suis là pour vous guider là-dedans si vous le souhaitez.
Sinon, de façon plus générale, ben, comme je mentionnais tantôt, aide psychosociale, prêt et bourse, vie étudiante, ce sont des choses qui existent au cégep et pas juste pour les étudiants qui arrivent du secondaire et qui s'en vont faire leur DEC. Pour nos étudiants, justement, de la population adulte qui reviennent pour faire une réorientation ou qui viennent poursuivre leur parcours, c'est disponible aussi. Vous êtes des étudiants du cégep au même titre que tout autre étudiant. Les mesures d'aide en tutorat sont réservées aux étudiants qui s'impliquent dans leur projet d'études présence en classe. Donc, c'est un peu ce que je disais au début. Donc, quand on prend les présences, c'est d'abord et avant tout pour avoir un marqueur, un indice de votre assiduité. Donc, je vous dirais que par rapport à votre présence en classe, moi, ce que j'aime à dire, c'est que quand vous êtes dans un groupe d'attestation d'études collégiales, ben, vous êtes déjà un peu en emploi. Voyez ça déjà comme votre milieu de travail, c'est-à-dire qu'on développe des compétences pour un emploi. Donc, votre façon d'agir devrait être similaire à celle que vous avez en emploi. Donc, si vous ne vous présentez pas sur votre quart de travail un matin, qu'est-ce que vous faites? Vous envoyez un message, vous avisez votre employeur comme quoi je ne peux pas être là ce matin, désolé. Bon, ben la bonne façon de faire, c'est de faire la même chose avec vos profs. Donc, quand vous voyez que vous ne pourrez pas vous présenter un cours, pour quelque raison que ce soit, au moins d'aviser le prof, il va pouvoir en tenir compte dans sa dynamique de groupe, dans sa dynamique dans laquelle il prépare, s'il faisait des travaux d'équipe. Donc, puis il n'attendra pas que vous soyez en retard. Donc, bref, je dirais du professionnalisme de base comme tel à appliquer. Ensuite, ça revient un peu à ce que je vous disais tantôt. Là, pour l'instant, ça commence à se stabiliser. On croit bien que pour le mois d'avril, le cours va pouvoir se donner en présence dans les classes, justement, soit du cégep, mais également dans les ateliers du CEP, du Centre d'études professionnelles de Saint-Jérôme. Mais on le mentionne quand même parce que, comme on l'a vu, la vague Omicron qui nous a frappé juste avant Noël et le Nouvel An, ben, il y a une autre vague qui pourrait arriver au mois de mars, au mois d'avril. Donc, il faut toujours être prêt. Donc, nous, on est prêt à basculer en mode à distance ou en mode hybride à tout moment. Naturellement, ce n'est pas un programme qui pourra se faire 100% à distance, jamais. Écoutez, assembler un battery pack, on ne vous fera pas faire ça chez vous. Ça prend justement une supervision. Il y a des enjeux de santé-sécurité. Il faut que vous appreniez les bonnes méthodes de travail sécuritaires avec l'équipement de protection. Donc, c'est clair que s'il y avait une autre... puis la règle a toujours été la même au niveau collégial. Au niveau collégial, ça a toujours été, pendant le plus fort de la pandémie, faites tout ce que vous pouvez à distance, mais lorsque c'est nécessaire, vous pouvez accueillir des étudiants en classe. Et c'est ce qu'on a fait avec la dernière cohorte, nous autres, qui termine. Et c'est ce qu'on va faire avec vous au besoin. Donc, peu importe, même dans le plus fort de la pandémie, bien, naturellement, on avait des étudiants qui venaient en classe. Naturellement, en petit groupe, pour avoir un 2 mètres de distance, avoir la protection du masque au visage. Mais bref, ce que ça signifie, bon, puis quand on dit que vous devez prévoir avoir un ordinateur assez récent, une connexion Internet, une caméra, bon, ben, nous, pour le programme en attestation en technologie des véhicules électriques, on vous fournit un ordinateur au début du programme. Il y a trop de programmes importants là-dessus. On peut pas. Si chacun apporte son ordinateur, il va avoir des problématiques pour faire, ne serait-ce que rouler Automation Studio puis SolidWorks, qui sont des gros programmes. Puis là, on ne parle pas des drives de moteurs qui ont tous des programmes particuliers, des logiciels particuliers pour les faire rouler. Donc, pour s'assurer justement que tout le monde est à un pied d'égalité en matière d'équipement informatique, on vous prête un ordinateur au début du programme qu'on récupère à la fin et naturellement, dont vous êtes responsable tout au cours du programme. Bon, naturellement, habituellement, on vous demande de faire attention et pour pas justement que vous ayez malheureusement à défrayer le coût d'un laptop, là, justement, pour le cégep. À date, ce n'est jamais arrivé, donc il suffit d'avoir des bonnes habitudes de travail. Maintenant, demande d'inscription, ça se passe en ligne. Bon, avant d'aller plus clair, parce que là, je crois bien qu'on arrive, période de questions. Est-ce que, avant que je vous parle de comment on dépose votre candidature pour le programme, est-ce qu'il y a des aspects pour lesquels vous aimeriez me questionner, des éléments d'information que je n'ai pas mentionnés à date? Tout semble bien. Je vais poursuivre. De toute façon, il y aura d'autres pour poser des questions par la suite. Donc, comment se fait la demande d'admission? C'est sur le site du SRAM. Bon, premièrement, oui, ça débute le 27 janvier. Ça, c'est jeudi. Donc, jeudi à partir, donc ça veut dire, si vous voulez veiller tard, mercredi jusqu'à minuit, bon, ben jeudi à partir de minuit et 1, normalement, si vous allez sur le site du SRAM,
et vous choisissez justement formation continue. Ben là, vous allez voir apparaître, vous voyez ici, c'est marqué, là, vous cliquez sur soumettre cette demande, vous allez sur le site du SRAM, soumettre une demande d'admission, vous choisissez candidat à la formation continue, vous choisissez le Cégep de Saint-Jérôme et là, vous allez avoir accès au programme d'attestation en technologie des véhicules électriques. Si vous y allez avant, il ne sera pas accessible. Et là, vous faites votre en ligne. Donc, naturellement, vous avez toujours l'option de démontrer d'autres documents. Donc, là, si vous êtes né à l'extérieur du Québec pour l'admission, vous allez pouvoir aller cliquer sur l'onglet. C'est disponible sur notre site Web aussi, à savoir quels sont les autres documents, autres le certificat de naissance qui peuvent être déposés, résident permanent, donc carte de droit de travail, par exemple. Sinon, ben, vous déposez dans le fond, vous remplissez le formulaire en ligne et vous avez l'option de déposer tout document avec. Donc, parfois, pour certaines personnes, si supposons que vous avez déjà un DEP, que vous répondez aux conditions que j'ai mentionnées tantôt, vous n'avez sans doute pas besoin de documents additionnels. Mais si vous voulez mettre votre CV, un diplôme qui a été fait hors Québec, un autre diplôme que vous avez fait, mais qui ne fait pas partie du ministère de l'Éducation, un diplôme privé, par exemple, un institut, vous avez fait une formation privée, de la diplomation. Bon, n'hésitez pas à mettre des documents avec votre demande d'admission. Moi, je vous dirais, trop ne tue pas. Donc, plus il y a de l'information dans votre demande, plus ça permet à la personne qui va l'analyser d'en faire une analyse juste. Et la personne qui va analyser votre demande d'admission, ben, c'est votre hôte de ce soir, c'est moi-même. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est en ligne, mais vous pouvez vous dire que c'est une personne humaine qui regarde le dossier par la suite. Et moi, lorsque je regarde les dossiers puis que j'ai des questions parce que ce n'est pas clair au niveau, ben, je n'hésite pas à appeler les candidats pour savoir qu'est-ce qu'il y en a. Et si je vois qu'il y a une pièce, par exemple, qui manquait dans votre demande, ben, je vous avise pour que vous puissiez me l'envoyer directement et que je puisse compléter l'analyse de votre demande d'admission. Donc, vous voyez que les demandes d'admission, ça va être du 27 janvier au 11 février. Au 11 février, le programme est encore disponible. Si vous vous réveillez à la Saint-Valentin et vous avez oublié de faire votre demande d'admission, le programme est encore présent. En fait, vous voyez que du 12 février au 1er avril, c'est ce qu'on appelle la période d'admission tardive. Donc, l'idée, c'est que, bon, ben, au début, au 11 février, moi, je reçois toutes les demandes qui ont été faites entre le 27 janvier et le 11 février d'un seul coup. Et là, je les trie pour voir. Et si j'atteins le nombre maximum d'étudiants, ben, le programme est rempli à ce moment-là. Naturellement, si vous faites votre demande après, ben, elle va être considérée quand même. Au fur et à mesure, par expérience, il y a toujours des gens qui sont admis au programme qui finissent par se désister, soit parce que, bon, bien, il y a un emploi qui les attend, qui est déjà intéressant. Puis en ce moment, avec le marché de l'emploi qui est très en demande d'employés, ça pourrait très bien être le cas d'une personne parmi vous. C'est-à-dire que vous pensez commencer un programme d'études, vous avez une offre d'emploi difficile à refuser qui arrive quelques semaines avant. Bon, ben, vous retirez votre admission et là, c'est quelqu'un d'autre qui est sur la liste d'attente qui peut prendre la place. Pour vous dire, l'année passée, j'avais 5 personnes sur la liste d'attente et elles ont toutes trouvé de la place parce que j'ai des gens justement qui, avant de débuter le programme, ont changé leur plan. Le nombre de places, je vous dirais que pour l'instant, c'est entre 12 et 16 places qui vont être disponibles dans le programme. On ne fait pas des trop grosses cohortes parce qu'on veut s'assurer, dans le fond, qu'on vous accompagne comme il faut dans l'apprentissage. Ce n'est pas une mince affaire que d'apprendre à faire un système de propulsion électrique. Donc, si on est trop nombreux, la supervision des profs est moindre et le niveau de compétence qui est atteint, on peut moins le garantir comme tel ou en tout moins l'appuyer. Donc, il y a peu de places disponibles. Donc, c'est pour ça, naturellement, qu'on fait débuter la période d'inscription rapidement après la soirée d'information. Comme ça, vous avez l'information, vous êtes les premiers à avoir cette information-là. Donc, normalement, les gens qui sont présents, je calcule, vous étiez 15 là, en ligne. Fait que, bon, si tout le monde fait une demande d'admission, il risque fort d'avoir de la place pour tout le monde qui est présent ici ce soir et qui va aller de l'avant. Naturellement, il va y avoir un coût de 30 $ pour la demande d'admission qui, lui, ben, ne sera pas remboursable. Donc, même si vous n'êtes pas admis ou il n'y a plus de place ou vous êtes sur la liste d'attente, ça ne marche pas, ben, le 30 $, lui, il demeure. En fait, le 30 $, il n'est pas payé au Cégep, il est payé au SRAM, le Service régional des admissions de Montréal, qui regroupe, dans le fond, le Grand Montréal métropolitain. Et donc, ben, à ce moment-là, on ne le reçoit pas. Si vous commencez à payer des frais de scolarité pour l'inscription au Cégep et que avant le début des cours ou dans la première semaine de cours, finalement, ça ne fonctionne plus, là, il y a une possibilité de remboursement. Ce qui me permet de vous préciser le coût du programme aussi.
Donc, le coût, qu'est-ce que ça va vous coûter au programme? Bon, l'avantage, c'est que c'est un programme qui est financé par le ministère de l'Éducation. Donc, ça veut dire que ça vous coûte les frais de scolarité. Donc, les frais de scolarité, et là, vous me permettrez, c'est 180 à peu près par session. Donc, vous, dans le fond, vous allez avoir l'équivalent de 3 sessions, les 3 mini-modules, donc 3 fois 180. Donc, on est à 500 quelques, 540 de frais de scolarité. En termes de matériel à acheter, je vous dirais que ça va varier entre 1 000 et 1 500 $. Quand je dis matériel, par exemple, des bottes de sécurité. Donc, peut-être qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui en ont déjà. Donc, si vous en avez déjà, c'est un achat de moins. Mais si vous en avez, ça peut être 100, ça peut être 200 $, dépendamment du modèle que vous choisissez. Un multimètre de catégorie 3 ou 4. Donc, peut-être de par vos fonctions de travail, vos champs d'études, peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont déjà un multimètre. Sinon, il faut s'en procurer un, grosso modo, 200, 250 $ à peu près un multimètre. Ça, c'est les deux des lunettes de protection. Bon, des lunettes de protection, ça peut être des lunettes tout simplement qui se vendent à 5-10 $ dans des magasins justement d'équipements de protection ou des grandes surfaces. Si vous portez des lunettes, vous ne pouvez pas mettre vos lunettes de protection par-dessus vos lunettes. Il faut que vos lunettes de protection aient une force. Donc, à ce moment-là, ça peut être un peu plus dispendieux. Si c'est votre cas et que vous êtes admis au programme, vous pourrez m'aviser. Le Cégep a une entente avec une entreprise d'optométrie qui peut justement vous faire un bon prix. Ça sera à vous d'évaluer si par rapport à votre fournisseur de lunettes habituel, mais on a une compagnie justement qui a une entente avec le Cégep pour fournir des prix plus accessibles aux étudiants justement pour ces lunettes-là. Si j'exclus ces 3 aspects-là qui ne sont pas nécessairement des achats pour tout le monde, c'est là qu'on se retrouve à environ 1 000 $ d'achat durant le programme. Des outils isolés, naturellement. Vous allez être appelé graduellement à vous confectionner votre petit coffre à outils du technicien en véhicule électrique. Donc, des pinces isolées, des pinces à naseau, donc des pinces ampérimétriques, j'ai bien dit ça. Naturellement, il y a aussi certains, je vous parlais justement pour la norme IPC, pour laquelle vous avez une certification. Donc, il y a un coût pour la certification qu'il faut prévoir, qui est d'une centaine de $. Il y a un coût pour la norme que vous allez avoir à acheter pour l'étudier comme tel, qui est également de 250 $. Donc, il y a aussi un frais. Vous allez avoir dans vos cours des animations tridimensionnelles. Donc, de l'apprentissage qui se fait par un module qu'on appelle le système Electude, donc qui vous permet de manipuler des pièces à l'ordinateur, d'identifier. Donc, l'apprentissage théorique se fait de façon intéressante avec ces modules-là. Donc, il y a une licence qui est à acheter et naturellement, tous les petits aspects à côté, les petits outils ici et là qui sont demandés par les profs. Avant le début de chacun des modules, vous recevez par courriel, dans le fond, c'est par courriel interne, notre système interne, là, on appelle ça dans notre jargon des MIO, ce sont des messages aux étudiants. Vous recevez la liste des items, des articles que vous devez acheter pour le module qui s'en vient. Et donc, à ce moment-là, quand vous commencez votre première semaine de cours, c'est le bon temps de terminer vos achats s'ils ne sont pas encore terminés, selon les directives que vont donner les enseignants dans la première séance de chacun de leurs cours. Donc, c'est un peu ça qui est à prévoir un peu au niveau monétaire pour ce qui est de la participation au programme. Donc, si je rajoute les frais de scolarité là-dessus, ça veut dire que, au plus haut, ça pourrait monter à près de 2 000 $. Mais si vous avez déjà des souliers de travail, vous n'avez pas besoin de lunettes, vous avez peut-être déjà un multimètre, c'est là que ça commence à baisser aussi au niveau des coûts. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois que Hicham, vous avez levé la main. Peut-être ouvrir votre micro. Oui, M. Eric, si j'ai compris bien, chaque 3 sessions, chaque session, les frais pour chaque session, c'est 640 $, c'est ça? 180 $. Ah, 180 $. 180 $ qui va être à défrayer 3 fois. Donc, ça nous mène à 540. Okay. Ça, c'est en frais de scolarité. OK, merci, M. Eric. Ça me fait plaisir. Francis. Oui, je ne sais pas si tu connais le salaire médian d'un tech en entreprise. Je dirais que la braquette qu'on vise, habituellement, ce que je disais, la braquette de technicien, technicienne, ça va être entre 20 et 25 $ de l'heure. Là, naturellement, il y a une pression à la hausse sur les salaires. Les entreprises ont de la difficulté à trouver du personnel. Donc, ce n'est pas encore concret, mais c'est sûr qu'on s'attend à ce qu'il y ait, comme avec l'inflation, qu'il y ait une hausse dans l'offre des salaires
peut-être pour changer la braquette de quelques dollars, là, de passer à 23, 27, 23, 28, peut-être 25, 30 si on veut être optimiste. Mais c'est à peu près ça que vous pouvez vous attendre. Naturellement, est-ce qu'il y a des emplois parfois qui sont en bas du 20 de l'heure? Il y en a encore. Naturellement, il y a des entreprises qui ont leur propre politique salariale. Donc, il y en a qui partent plus bas puis qu'il faut gravir plus d'échelons. Est-ce qu'il y en a que vous allez commencer plus haut? Oui, naturellement, des entreprises qui ont des conventions collectives, qui ont des aisselles salariales déjà établies. Là, à ce moment-là, vous pourriez partir à déjà pas mal au plus haut de la braquette et monter un peu plus loin. Avec l'expérience, avec le temps, avec l'ancienneté, c'est sûr qu'une personne qui est dans un poste technique peut, puis là, je vous parle en termes de avant COVID, là, puis avant l'inflation qu'on vit actuellement, mais c'est des gens qui peuvent aller chercher justement avec l'expérience entre 30 et 35 de l'heure en gardant, par exemple, une assiduité d'une même entreprise, puis bénéficier justement des augmentations salariales qui viennent avec l'ancienneté. Mais sinon, pour votre question précisément, la moyenne, là, pour l'instant, moi, je dirais que je la tiendrai encore entre, à la base, 20-22, puis au top en commençant à 25-27. OK. Connais-tu aussi l'horaire type du tech? À date, c'est pas mal des quarts de jour. Les entreprises qui produisent des véhicules électriques ne sont pas encore rendues à avoir un carnet de commandes et un roulement qui implique un quart de jour, un quart de soir. Bon, naturellement, je vais exclure Novabus. Novabus qui est là depuis longtemps, donc les autres, oui, effectivement. L'autobus électrique est arrivé, mais il s'est greffé au diesel qui faisait déjà auparavant. Donc là, il y a des quarts de soir. La plupart des entreprises, ce sont des quarts de jour. En ce moment, j'ai une quinzaine d'étudiants, de finissants qui sont en stage et ils sont tous en stage 2 jours, du lundi au vendredi. Excellent. Merci, Eric. Ça fait plaisir. Et Gabriel? Oui, c'est concernant tous les frais que vous venez de mentionner, là, parce que moi, je suis en recherche d'emploi, mais je ne travaille pas présentement. Quand vous parliez de Service Canada, Québec. Service Québec, est-ce que c'est tous les frais d'admission, autant que c'est absolument tout ce qui est relié, qui est payé par Service Québec? Tout ce qui est relié, effectivement. Donc, tout ce que j'ai mentionné comme frais d'achat, d'équipement, d'achat d'outils, tout ça est défrayé. Lorsque vous êtes financé par Service Québec, ils vont couvrir tout ça. Vous allez devoir le dépenser, présenter la facture, puis ils vont vous rembourser. En plus du montant de l'allocation qu'ils vont vous donner à chaque semaine. Et je crois, là, je vais faire attention, c'est sous toute réserve, parce que je ne suis pas un employé de Service Québec, mais je crois aussi qu'il va peut-être avoir aussi pour vos déplacements, le kilométrage, si vous avez à payer des services de garde pour vos enfants pendant que vous venez suivre les cours. Donc, ces frais-là afférents, donc tout ce qui vous permet d'être libéré pour venir assister aux cours est normalement accepté par Service Québec. Mais la dernière partie des frais de garde et du kilométrage, là, je la laisse sous toute réserve. C'est plus des agents qui vont pouvoir vous répondre là-dessus. Mais c'est assez, j'allais dire, c'est assez généreux. Ben, c'est bien. Naturellement, ce n'est pas l'équivalent d'un salaire en tout et partie. Là, en tout et partout, si vous faites un. Non, mais tu sais, je veux dire. Mais ça aide. Ça aide à avoir juste ça aussi, plutôt que d'avoir à jumeler et l'étude et le travail, qui de toute façon, honnêtement, faire un programme d'études à temps plein puis travailler à temps plein, ben, à moins que vous soyez Superman, moi, souvent, les étudiants qui tentent le coup finissent par se brûler et ne pas pouvoir compléter le programme et à devoir revenir après. Donc là, ils n'atteignent pas leur objectif. Donc, si vous travaillez avec nous pendant le programme, ben, c'est clair que ça va être à temps partiel, vous allez peut-être faire 15, 20, 25 heures. Bon, ben, ce que vous allez chercher dans ce salaire-là versus ce que vous offrirez Service Québec. Moi, c'est pour ça que je dis, tout autant que vous êtes, ça vaut la peine d'aller cogner à la porte de Service Québec, surtout qu'en ce moment, ben, de ce qu'on entend, c'est qu'ils ont des beaux programmes pour supporter les gens qui recherchent des emplois ou qui veulent se recadrer parce que l'ensemble des secteurs recherchent du monde. Et ben, comme le taux de chômage est très bas, ils ont peu de gens qui bénéficient des subventions. Donc, ça ne veut pas dire que vous vous qualifiez, c'est sûr, mais moi, je pense que ça vaut la peine pour ce que ça exige comme investissement là, de prendre quelques temps pour aller rencontrer un agent, une agente, d'aller être fixé assez rapidement. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Danny. Ah, votre micro est fermé, Danny, si vous voulez commencer. Oui, là, tu m'entends-tu? Oui, je vous entends. Oui, OK.
Écoute, moi, là, dans le fond, c'est pour mon bénéfice personnel parce que les véhicules électriques, ça arrive en grande pompe là, dans le domaine de l'équipement lourd, véhicules lourds. Dans le fond, moi, ce que je voulais savoir, c'est que je suis déjà un technicien qui est assez poussé et calé dans ce que je fais. Là. Je suis senior où je travaille. Puis tout ça pour dire grosso modo que je suis quand même assez pointu dans mon domaine. Là, moi, c'est ça, c'est pour du perfectionnement. C'est sûr que je gagne un excellent salaire. Puis j'aurai pas les avantages de Service Québec. Là, ce que je voulais savoir, c'est ça. Là, comme tu dis que c'est assez... ça demande quand même beaucoup pour la formation. Moi, c'est sûr qu'il va falloir que je continue pareil à travailler au minimum à temps partiel là, durant la formation. Y a-tu, moi je pourrais dire, de la flexibilité si, mettons, il y a des situations qui sont plus particulières durant la formation, puis que par la suite devoir reprendre peut-être certains cours ou certains examens. Oui, tout à fait. Oui, dans le fond, la façon dont, ça dépend. Il faut faire attention. Pour ce qui est des examens, ça, c'est plus compliqué parce que le fait de travailler n'est pas une raison acceptable pour manquer un examen. Donc, ce serait plutôt d'adapter l'horaire de travail à la période des examens. Ceci dit, dans quelqu'un qui est dans une position comme vous, donc au niveau, dans le fond, de l'emploi, puis des conditions de travail, puis du salaire, vous n'avez pas un gain rapide là, à faire votre programme, dans le fond, là, parce que vous êtes déjà expérimenté, vous êtes déjà technicien senior, donc vous pourriez trouver des nouvelles responsabilités, des nouvelles tâches davantage liées au véhicule électrique. Au niveau de vos conditions de travail, puis peut-être même ça signifierait de repartir un peu plus bas dans l'échelle pour regrimper si c'est un domaine qui est nouveau pour vous, le domaine du véhicule électrique. Ceci dit, le parcours que j'ai présenté ce soir, c'est le parcours habituel, temps plein, sur les 10 mois que suivent le programme, puis on commence au début, puis on finit à la fin, puis on termine le programme. Il est toujours possible de faire le cheminement sur plus d'une année. Donc, peut-être que dans quelqu'un comme vous qui doit maintenir son emploi, qui doit maintenir son travail, peut-être que ce serait avantageux de regarder ensemble pour faire un parcours sur 2 ans. Donc, on commence à suivre certains cours avec nous, principalement module 1, mettons 2 cours sur 4 au module 1, 2 cours sur 3 au module 2. On laisse faire le module 3 ou, dépendamment, on fait participer au projet intégrateur. Puis, quand vous revenez l'année d'après avec une autre cohorte, vous complétez les autres cours. Donc, ça peut être un projet pour atteindre le diplôme qui est plus long, mais qui vous permet peut-être pendant ces 2 ans-là d'avoir une meilleure stabilité, je dirais, puis en même temps, de ne pas trop couper vos heures de travail. OK. Ça, c'est-tu quelque chose qui est possible d'avoir de l'information sur les scénarios possibles pour voir si justement je peux fitter là-dedans? Ça, oui. Dans le fond, c'est moi qui gère ça une fois que les gens sont inscrits. Donc, moi, à ce moment-là, c'est sûr que si à la base, vous dites, ouais, dans le fond, moi, de suivre tous ces cours-là à la suite, l'un à la suite de l'autre, ça ne cadrera pas, ça va être trop avec l'emploi, ça va mettre une trop grosse pression, mais que vous voulez quand même faire le projet. Moi, je voudrais, ce serait de le mentionner dans votre demande d'admission, soit dans une lettre de présentation comme telle, de dire que vous souhaiteriez avoir une inscription, dans le fond, ce qu'on pourrait appeler du temps partiel. Et là, moi, à ce moment-là, recevant ça, je communique avec vous. Puis, avant de procéder à l'admission, je vais voir quels sont les cours comme tels. Parce que des fois, quelqu'un qui s'inscrit pour quelques cours, puis qui va faire son projet d'études sur 2 cohortes, je ne couperai pas la place de quelqu'un. Donc, je vais vous admettre, mais en surplus, parce que je sais que dans les cours que vous allez suivre, on peut se permettre d'avoir un étudiant de plus, puis il n'y aura pas de problème par rapport aux travaux d'équipe puis aux profs qui sont là. Donc, je dirais que oui, je voudrais que ça pourrait se discuter de façon, dans le processus d'admission. Là, si vous faites une demande d'admission, on pourrait s'en parler à ce moment-là. Une fois que j'ai votre dossier sous les mains, moi, je pourrais vous appeler, puis on pourrait discuter, puis je peux faire des propositions à ce moment-là. Bon, c'est super. Je vais mettre ces notes-là dans ma demande. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. La main levée de Jamal. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour la présentation, ça a été clair. Ça fait plaisir, merci. J'ai une question dans le même sens que la précédente. Pour des personnes, est-ce qu'il y a la possibilité de créditer des cours? Supposons on a de l'expérience, on a des connaissances théoriques et pratiques pour des cours. Est-ce qu'il y a la possibilité de créditer ces cours-là? Oui, il y a la possibilité. Pour faire une demande que les cours soient accrédités, ce qu'on appelle dans le fond d'avoir une équivalence pour le cours et de ne pas avoir à le faire, vous, à ce moment-là, déposez en pièce justificative
les plans de cours des cours que vous avez déjà suivis, que ce soit au niveau collégial ou universitaire. Je mentionne ces deux cours-là parce que comme nos compétences au niveau collégial, à date, je n'ai pas vu de cours du niveau DEP, par exemple, qui atteignait le niveau de compétences qu'on vise au collégial. Donc, il manquait toujours certaines parties. Donc, mais des cours que vous avez faits au collège, que vous avez faits justement à l'université, le défi, c'est d'avoir les plans de cours pour les déposer. Et là, à ce moment-là, moi, l'enseignant qui donne le cours que vous visez, que vous aimeriez vous faire reconnaître là, ou accréditer, bien, il va regarder, lui, les plans de cours que vous déposez, risque de vouloir vous parler aussi pour voir ce que vous avez fait dans les cours et tout. Et dès qu'il a la conviction, puis moi aussi, je prends aussi, moi je faisais ça, je prête main forte dans cette analyse-là. Ce qu'on doit s'assurer, dans le fond, c'est que tous les éléments de compétences qu'on voit, vous les avez traités dans le ou les cours que vous mentionnez. Donc, ça peut être plus d'un cours qui, mis ensemble, vous permet d'avoir une équivalence pour un de nos cours au programme. Je vous dirais que c'est principalement les cours du module 1 qui s'y prêtent bien. Les cours du module 2 sont tellement précis sur les batteries, sur les moteurs, puis sur la norme IPC. Mais bon, si supposons que vous avez déjà fait une formation sur la norme IPC, vous avez déjà la certification IPCA 620, ben c'est sûr qu'on ne vous fera pas faire le cours. De la même façon que si vous voyez que le cours, vous avez, je ne sais pas moi, un deck en génie mécanique, c'est sûr que le cours éléments mécaniques du premier module, on va sans doute pouvoir vous le reconnaître assez facilement. D'accord. Est-ce que ça répond bien à votre question? Ça répond très, très bien à ma question. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'on pourrait discuter mon cas, parce que c'est assez particulier, à la fin de cette présentation, en privé? À la fin de cette présentation, je ne vous cacherai pas qu'ayant débuté ma journée de travail à 8h30 ce matin, ça va commencer à s'étirer un peu. Ceci dit, on pourrait prendre le temps de partager nos coordonnées pour pouvoir se contacter demain ou d'ici la fin de la semaine pour pouvoir en discuter. Ça, je n'ai pas de problème. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup, Jamal. Merci. Est-ce que d'autres personnes auraient des questions à poser? Pour l'instant, j'en vois une à l'écrit. Donc, est-ce que cet AEC peut être un satellite pour un bac? Directement, non. Je vous dirais que pour atteindre un bac, ça prend vraiment le DEC. Naturellement, ça dépend, cet AEC-là se greffe à quoi dans votre profil? Si vous avez déjà d'autres études collégiales ou, naturellement, vous pourriez faire une demande d'accès à l'université en mode à l'éducation permanente, donc pour les adultes. Et là, naturellement, bien, les universités sont des entités, des institutions autonomes et chacune a son propre fonctionnement. Donc, ça peut être différent, la réception peut être différente d'une à l'autre. Parce que oui, l'AEC, c'est un programme de nature collégiale, mais ça n'est pas l'équivalent d'un DEC. Donc, parfois, justement, certaines universités vont dire, peut-être pas. Sauf que, bon, si vous avez d'autres diplômes à votre actif, mais aussi, puis si je ne me trompe pas, à l'université, c'est au-delà de 25 ans là, que vous pouvez être admis pour la faculté d'éducation permanente. Bon, si vous passez par l'éducation permanente, donc aux adultes, là, à ce moment-là, ils ont des conditions d'admission qui sont différentes, mais qui vont devoir être magasinées, si vous me passez l'expression, en communiquant directement avec les universités. Donc, ça, c'était pour la question de Simon à l'écrit. Je vois que Hicham, vous avez relevé la main, oui? Oui, monsieur, avant de finir, monsieur, je voudrais vous remercier pour votre programme parce que moi, c'est un programme, je trouve, personnellement, c'est parmi les leaders dans tout le monde, le monde, monsieur. Eric, vraiment, moi, c'est que quand je regardais, c'est par hasard parce que je prends le cours de francisation. Donc, la prof m'a demandé de chercher une formation. Donc, j'ai cherché une formation et j'ai tombé comme par hasard. Et il y a quelque chose parce que c'est ça ce que je cherche toute ma vie. Parce que toujours, monsieur, maintenant, je travaille bien, je fais mon boulot bien, mais toujours, il reste une petite partie. C'est ça ce que je voudrais, enfin. Cette partie, c'est ça ce qu'il me manque. Je vous remercie du commentaire, Hicham. Puis, naturellement, c'est pas moi qui ai bâti le programme, ça a été des profs qui l'ont bâti. J'ai collaboré. Mais vous me donnez l'occasion de partager avec vous tous qui êtes encore avec nous ce soir là, mon enthousiasme pour ce programme-là. Naturellement, le véhicule électrique, on le voit de plus en plus, c'est le futur. Moi, ça fait déjà 4 ans que je roule en véhicule électrique et je vous dirais que je le vois bien quand je parle aux gens. Là, 4 ans, il fallait beaucoup que je convainque. J'étais un peu
le gars spécial là, qui a son petit véhicule électrique, qui n'a pas une forte autonomie non plus. Là, on voit que les véhicules se sont améliorés, on voit que les véhicules ont plus d'autonomie et que ça va continuer à grandir. Donc, il y a de plus en plus de gens qui sont convaincus. On voit que le prix à l'achat des véhicules n'est qu'un élément, que le reste, moi, ça fait 4 ans que j'ai mon véhicule et j'ai rien eu à mettre. Ben oui, comme on roule sur les routes du Québec, donc j'ai eu des amortisseurs, puis des bearings, des choses comme ça. Mais sinon, il n'y a rien d'autre comme réparation à faire sur un véhicule électrique. Là, donc, ça coûte beaucoup moins cher au niveau de l'entretien. Mais au-delà du véhicule routier, là, automobile, quand on voit là, qu'au Québec, là, on est en train de devenir les leaders dans les autobus scolaires, dans les autobus spécialisés, dans le véhicule hors route. Vous avez vu BRP tantôt, Taiga, donc les motoneiges, les VTT, tout ça, donc ça s'en vient vers l'électrique. Le véhicule nautique aussi que vous avez vu, les transports en commun. Et naturellement, bien, tout ça avec, ici, on a la chance au Québec d'avoir une électricité qui est, j'allais dire qui est propre. Je sais qu'on peut débattre de la propreté de notre hydroélectricité, mais quand même, l'hydroélectricité est beaucoup moins dommageable pour l'environnement que des centrales thermiques ou du nucléaire. Donc, nous, on a cette chance-là ici d'être un peu au Québec dans un monde idéal pour le véhicule électrique. L'électricité ne nous coûte pas cher. Moi, de voir 1,50, 1,57 dans les annonces de stations-service, ça ne me dérange plus parce que moi, j'arrive chez nous puis je me branche. Puis oui, les taux d'électricité vont augmenter aussi, mais c'est beaucoup moins cher que ce qu'on voit au niveau du pétrole. Donc, mon enthousiasme, il serait fait à un mot, je l'ai mentionné tantôt, c'est le mot pionnier. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut au Québec, puis on a des entreprises pionnières, on a un cégep pionnier là-dedans, on a des profs qui sont des pionniers, qui sont les seuls à enseigner cette matière-là. On est associé avec l'Institut du véhicule innovant, tu connais peut-être l'IVI, donc qui est un centre de recherche en transfert technologique dans l'électrification des transports, dans l'autonomie des transports aussi, et qui est partenaire affilié du cégep. Donc, dès qu'il y a une nouveauté technologique, on a les gens de l'équipe de l'IVI pour nous aider à garder nos cours à jour et up-to-date. Donc, tu me passes l'expression. Donc, c'est vraiment une fierté pour notre cégep. Puis, honnêtement, ça devient une fierté pour ceux qui y participent aussi. Naturellement, ce rôle de pionnier-là, il y a quelque chose de grisant, je dirais, dans le fait de passer dans un sentier que peu de gens ou pas de gens ont passé préalablement. J'ai un des étudiants de la cohorte cette année qui fait son stage chez Cargo, qui est une entreprise du Saguenay, Lac-Saint-Jean, qui fait des véhicules, des petits véhicules, justement, utilitaires électriques. C'est notre premier étudiant qui s'en va jusque-là. Il y a de la famille dans cette région-là, ça y tentait. Donc, il y a beaucoup d'opportunités. Vous avez l'opportunité d'être les premiers à faire ce que vous faites, encore une fois, avec notre programme. Il y a très peu de gens qui ont ce diplôme-là. Ceci dit, cet enthousiasme-là, il est important parce que, naturellement, quand on est dans une situation de pionnier, ça vient aussi avec des embûches, des écueils, des chutes. C'est pas facile. Je ne suis pas là pour remettre des lunettes roses puis vous dire que c'est wow sur toute la ligne de notre programme. À un certain moment donné, comme je vous disais tantôt, un retour aux études, il ne faut pas le sous-estimer. C'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup d'énergie. Dépendamment comment ça se déroule dans les cours, ça peut être stressant parce qu'il y a un cours avec lequel on performe moins bien, puis là, on a peur de moins bien réussir les examens. Donc, ça vient avec un niveau justement d'engagement qui est nécessaire. Mais si pour vous, c'est clair que le monde du véhicule électrique est un monde dans lequel vous souhaitez travailler puis faire votre place au soleil, c'est sûr et certain que notre programme est le tremplin idéal pour vous y mener et que ce soit partout à travers le Québec. Et naturellement, plus on continue à grandir, là, je vous disais, ça fait 5 ans maintenant qu'on offre ce programme-là, on commence à être contacté par les Américains ils veulent former leurs propres gens aux États-Unis. Donc, c'est sûr qu'on collabore avec eux. Et il n'y aura pas, dans pas si longtemps que ça, je m'attends à avoir des contacts aussi du sud de l'Ontario, parce qu'on sait que la production automobile du sud de l'Ontario va être appelée graduellement à se transformer en véhicule électrique tôt ou tard. Donc, ça va leur prendre des gens qualifiés aussi. Donc, l'électrification des transports, c'est un train qui est en train de passer. Naturellement, quand un train passe, on a toujours le choix de sauter dedans ou de le regarder passer. Vous avez l'opportunité justement de sauter avec nous dans ce projet-là et puis de pouvoir en récolter les fruits
à l'hiver prochain, dans un an à peu près. On est à la fin janvier. Vous voyez que ça se termine officiellement au 10 février ou un peu après, dépendamment des périodes de stage. Donc, on peut vous dire que d'ici un an, ben, vous auriez justement obtenu les compétences pour vous démarquer sur le marché de l'emploi dans ce domaine-là. Donc, et puis moi, ben, je connais les profs pour travailler avec eux depuis 5 ans, donc je vois que ce sont des gens dédiés, des vrais ingénieurs là, à leur affaire, là, des fois un peu savants fous, on va dire, pour justement trouver des moyens et tout, mais qui ont quand même toujours à cœur de bien encadrer les étudiants pour vous amener à développer les bonnes compétences et naturellement avec un souci de la sécurité qui est constant. On ne se le cache pas, on travaille avec de la tension électrique, parfois de la haute tension électrique. Donc, c'est sûr que la santé et sécurité demeure une préoccupation constante. Fait que voilà, je vois s'il y a d'autres mains levées. Je vois qu'il y a une question qui s'est posée. Comment est-ce qu'on rencontre les professeurs pour déterminer si l'expérience est suffisante? Ça, à ce moment-là, c'est suite à quand vous avez déposé votre demande d'admission et que moi, je vois dans l'analyse que c'est une demande d'admission sur la base de l'expérience. Là, à ce moment-là, j'entre en contact avec vous et je planifie une rencontre. Honnêtement, si on continue comme ça risque d'être virtuel sur Zoom ou sur Teams entre vous et les 2 enseignants et moi au besoin. Donc, c'est soit les 2 enseignants, soit un enseignant et moi. Et puis là, à ce moment-là, bien, c'est une entrevue, je dirais, très conviviale. Là. Nous, ce n'est pas de vous prendre en défaut, ce n'est pas d'évaluer si vous êtes assez bon ou quoi que ce soit. C'est vraiment d'aller voir si dans votre bagage d'expérience, est-ce que vous avez pu développer les compétences de base nécessaires pour bien performer dans notre programme. Puis si ce n'est pas le cas, bien, on le dit d'emblée. Puis honnêtement, à date, quand on a fait des entrevues, puis qu'on voyait que ce n'était pas le cas, bien, même la personne qui avait fait sa demande d'admission le réalisait parce que les questions d'entrevue la déroutaient tout simplement. Il n'y avait pas de point de repère dans ses connaissances à la base, donc ce n'était pas suffisant pour qu'on puisse penser justement que ça puisse réussir. Mais sinon, lorsqu'on voit que dans l'entrevue, bien, ça va bien, puis qu'il y a une bonne base sur les sujets dont on discute avec vous, bien, c'est à ce moment-là qu'on peut confirmer votre admission. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe pour rencontrer les profs. Pour juger si votre expérience est suffisante. Je dis toujours la question qui est à l'écrit. Est-ce que je peux prendre rendez-vous des conseils d'orientation de carrière générale? Alors, oui, tout à fait. En fait, ce que je vais faire, c'est qu'avant de vous laisser, je vais vous donner, vous pouvez prendre par écrit, là, je n'ai pas pensé, j'aurais peut-être pu la mettre sur le PowerPoint, mon adresse courriel. Comme ça, vous allez pouvoir m'écrire. Et que je vais pouvoir vous recontacter pour on pourra trouver justement un rendez-vous. Je pense à Jamal, entre autres aussi, qui voulait discuter de ça. Donc, je vous laisse mon adresse courriel de ce pas. Donc, c'est le Laperle, E-L-A-P-E-R-L-E. Attendez un peu, je vais faire encore mieux. Je vais vous l'écrire dans la discussion. Et voilà. Donc, vous avez mon adresse courriel dans la discussion. Donc, s'il y en a qui auraient des questions pour votre situation individuelle et personnelle par rapport au programme, n'hésitez pas à m'écrire et puis on pourra convenir d'un moment pour se parler de vive voix ou si c'est plus simple pour vous, bien, vous pouvez poser vos questions à l'écrit comme tel, puis je pourrai vous répondre à l'écrit aussi si justement on n'a pas besoin de se parler. Autrement, on pourra prendre un rendez-vous. J'arrive au terme, effectivement, des éléments que j'avais à vous partager. Mon petit message sur mon enthousiasme et l'aspect pionnier se voulait, dans le fond, une conclusion de façon globale. Donc, je ne vous retiens pas plus longtemps, naturellement. Je reste encore, disons, pour les quelques minutes qui suivent là, en ligne. S'il y en a d'autres qui ont des questions, n'hésitez pas. Sinon, ben, merci pour votre présence ce soir dans cette rencontre virtuelle. J'ai essayé d'être concret et concis pour ne pas trop, justement, m'étendre en long et en large, parce que quand je commence à parler de véhicules électriques, ça peut prendre plus de temps. Donc, j'espère vous avoir intéressé au programme. Et puis, ben, si c'est le cas, regardez bien, à partir de jeudi, dans 2 jours, ça va être ouvert sur le site du SRAM, donc vous allez pouvoir déposer votre demande d'admission. Et moi, ben, d'ici le début du mois de mars, je vais les traiter et si j'ai des suivis à faire, je vais vous le faire. Sinon, au plus tard, le 3 mars, vous recevez un courriel qui vous donne le résultat. Est-ce que vous êtes admis ou non? Si c'est non, on vous dit pourquoi.
Et naturellement, normalement, quand vous n'êtes pas admis, ben, vous le savez d'avance parce que j'ai communiqué avec vous pour voir s'il n'y avait pas d'autres pièces justificatives que vous pourriez déposer. Et donc, c'est comme ça un peu qu'on procède. Le tout pourrait être fin prêt avec un groupe complet lorsqu'on va débuter nos cours au début du mois d'avril prochain, autant que possible, avec une belle température printanière et une pandémie qui nous donne un peu congé et qui nous permet de revivre un peu plus normalement. Alors, bonne soirée à tous. Merci de votre présence et au plaisir de vous rencontrer à différentes étapes du processus d'admission et, qui sait, lors du début des cours le 4 avril prochain. Merci, M. Eric. Je vous souhaite bonne soirée, monsieur. Merci bien. Merci beaucoup. Bonne soirée.